en Israël, c'est pratiqué aujourd'hui encore ces lois ou c'est pas du tout d'actualité? Normalement, c'est d'actualité. C'est d'actualité, c'est-à-dire les agriculteurs en Israël aujourd'hui, ils laissent des bouts de champ pour. Non. Normalement, ça doit être fait comme ça. La grande différence, c'est quoi? C'est que avant, les pauvres allaient dans les champs pour ramasser le blé Ouais, et ils allaient après dans le moulin. C'est-à-dire que c'était normal de faire comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui va aller dans les champs pour ramasser des épis de blé. c'est ça, voilà. Donc, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font leur vendange, ils font leur récolte classique avec les machines de toute façon, et c'est plus à la main aujourd'hui, et à part les vendanges encore. Et après, ce qu'ils font, c'est que tout ce qui reste, ils ramassent et ils en font un tas et ils font ça en farine et ils offrent. Généralement, c'est ce qui se passe. Hmm. Maintenant, ça dépend de celui qui veut faire convenablement les choses ou pas. Mais de façon générale, ils font comme ça. Parce que aujourd'hui, il n'y a plus tellement de gens qui vont aller pour commencer à ramasser. Et puis, ouais, après, il faut encore aller dans le moulin, etc. On peut donner l'équivalent en argent? C'est pas Non, évident. pas trop, non. Pas D'accord. évidemment. C'est pas si facile. Mhm. Allez, on va commencer alors. Vous allez voir, ça c'est intéressant. C'est parti. Alors, on va partager l'écran. Et il y a plusieurs chapitres pour Leket, Shira et PA, c'est 3 chapitres? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, on va apprendre un petit peu plus que les quêtes ce soir, vous allez voir. Il y a le même idée de les quêtes, mais dans les raisins. Mais c'est appelé un peu différemment. Il y a Péret, il y a. Vous allez voir, on va apprendre tout ça. Tout le monde, aujourd'hui, on va apprendre le 4e chapitre de ces dons, entre guillemets, que l'on se doit de donner aux pauvres. Et on va commencer avec les quêtes. Alors, on en parle beaucoup dans la Megillah de Ruth. On essaie sûrement à chaque fois qu'on parle de la Megillah de Ruth, qui après être revenu de là où ils sont partis avec Elimelech, etc. Ils vont arriver, donc il y a Ruth et il y a sa belle-mère, ils vont arriver en Israël, et là-bas ils étaient très pauvres. Et donc Ruth va aller dans le champ de Boaz pour ramasser du blé, qui est normalement donné aux pauvres. Alors, comment savoir si c'est du blé que le pauvre a le droit de prendre ou du blé que le pauvre n'a pas le droit de prendre? Alors, vous allez apprendre à partir de maintenant qu'il y a 3 choses à faire dans un champ. Première, c'est ce qu'on va apprendre ce soir, les quêtes. Donc, je ne vais pas vous donner tout de suite la signification, on va l'apprendre. Il y a aussi shikha. Shikha, ça vient du mot lishkoar, qui veut dire oublier. Lorsqu'on a fini d'engranger tout son blé et qu'on a oublié quelques-uns dans le champ, on se doit de les laisser pour les pauvres. Et puis PA, c'est vraiment une partie du champ qu'on a labouré, on a semé et qu'on ne peut pas toucher, on donne aux pauvres. Et ce soir, on va apprendre les quêtes. Alors, comment fonctionnent les quêtes? La première base, c'est que lorsqu'on va couper son blé, ou qu'on va les mettre en épis, qu'on va les mettre tous ensemble, ou qu'on va les mettre sur son épaule et qu'après on va marcher, de temps en temps, qu'est-ce qui se passe? Il y en a quelques-uns qui tombent par terre. Alors, s'il y en a un qui tombe par terre, le pauvre a le droit de venir et de le prendre. S'il y en a 2 qui tombent par terre, il peut venir et les prendre. S'il y en a 3 qui tombent en même temps, à ce moment-là, le propriétaire a le droit de les ramasser. Parce que quand on coupe, c'est normal qu'il y en a plein qui tombent en même temps. On est en train de couper. Donc, on est en train de ramasser, on les met en épis, on prend, et là, on voit, il y en a 2-3 qui sont restés tout seuls par terre. S'il n'y en a que 2 qui sont restés au même endroit, le propriétaire n'a pas le droit de les prendre. Et lorsque le propriétaire aura fini son travail dans ce carré-là, les pauvres ont le droit de passer et tout ce qui reste par terre, ils ont le droit de prendre. Et c'est pour ça que Boaz va voir, et c'est marqué que Ruth avait deux belles qualités. C'est que premièrement, elle se baissait d'une façon très pudique lorsqu'elle ramassait le blé. Et deuxièmement, il voyait qu'elle faisait très, très, très attention de ne prendre que ce qu'elle avait le droit. Ce qui n'était pas toujours le cas des pauvres, en sachant que Boaz faisait toujours exprès de laisser du blé par terre pour que les pauvres puissent le ramasser. C'était son plaisir de faire Ahavat Israël. Mais elle ne faisait que ce que la halakha lui avait appris, comme sa belle-mère lui avait bien expliqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une personne n'a pas la faucille, c'est-à-dire elle n'a pas cet objet-là, ce grand couteau un peu arrondi, et
il prend dans la main, il arrache comme ça tout simplement. Alors, à partir du moment où il va arracher, il n'y a pas de problème en soi, mais si il va arracher et que ça glisse de sa main, alors c'est tombé, c'est la même chose. Par contre, si lorsqu'il va attraper et qu'il va y avoir une épine, par exemple, qui va lui piquer et donc il va lâcher, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas que c'est tombé dans la façon normale comment on dit déjà, de prendre le blé, de récolter. Voilà. Et donc, étant donné qu'il n'est pas tombé de façon normale, de la façon comment on récolte, alors ça appartient au propriétaire parce que c'est quelque chose qui lui a fait faire tomber, ce n'est pas la façon normale. Maintenant, imaginez, il coupe, et il y a un épi qui n'a pas été coupé. Ça a glissé, la faucille a glissé, il est resté tout seul. Alors, à partir du moment où il reste encore autour, ça veut dire que ça montre qu'il n'a toujours pas fini de récolter, donc il peut encore couper et le prendre pour lui. Si par contre, il reste vraiment tout seul et que tout le reste autour a été fait, c'est un petit peu comme s'il a été oublié, comme s'il était tombé, et le pauvre peut venir et l'arracher et le prendre pour lui. La même chose s'il y en a un, s'il y en a deux. S'il y en a trois, par contre, ça s'appelle déjà un petit épi, et donc, à ce moment-là, il a le droit, le propriétaire, de les reprendre. Ça sera toujours la même chose pour tout. S'il y en a un ou deux, c'est pour le pauvre. Plus que trois, le propriétaire peut le prendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le vent va disperser toutes les gerbes et la moisson du propriétaire va se mélanger avec tout le leket? C'est embêtant. C'est-à-dire que le propriétaire a fait vraiment très attention de ne pas prendre les choses qui sont pour les pauvres. Et puis, il y a un grand vent qui arrive, tout se mélange. Comment il fait maintenant? Alors, on essaye d'estimer plus ou moins ce qu'un champ produit généralement comme les quêtes, parce que c'est normal que ça tombe à un certain niveau. Et on coupe, on partage. C'est un cas de force majeure. Donc, on va faire cette mesure. Alors, il y a une mesure qui a été donnée d'après le Rambam. Donc, c'est 4 caves de récolte pour chaque bête corps. C'est une mesure spécifique par rapport à chaque carré de champ. Et on faisait comme ça si ce cas arrivait. Ce qui arrivait peut-être assez souvent même. Maintenant, imaginez qu'il coupe, et il n'y a aucun pauvre dans le champ. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Alors, le propriétaire, il arrive, il met sa machine en marche, et bien la machine, elle, s'il n'y a personne qui vient le chercher, elle va aller le chercher. Alors, normalement, il doit déplacer sa meule, donc déplacer tout ce qu'il faut pour ne pas aller chercher ces épis qui appartiennent aux pauvres. Et c'est très embêtant. Alors, la question, elle est comme notre cher M. Rotny nous a posé la question, pourquoi on ne pourrait pas estimer, dans ce cas comme on a fait juste avant, la production du champ, on donne aux pauvres ce qu'il fait approximativement et on est tranquille. Eh bien, parce que même involontaire, on ne peut pas faire ça, sauf dans un cas de force majeure. Et c'est pour cela que dans notre cas aujourd'hui, où de façon générale, il n'y a plus de pauvres qui viennent, c'est ce qu'on fait plus ou moins, parce qu'on n'a pas d'autre choix, il n'y a personne qui va venir les chercher. Mais de façon générale, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Maintenant, il y a un deuxième problème, c'est que des fois, le champ a été complètement récolté, il y a plein d'épis par terre qui sont pour les pauvres, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont venus, donc il y en a encore beaucoup, parce qu'il faut savoir que les pauvres n'ont pas le droit de venir prendre des réserves. Ils peuvent prendre que ce qu'ils ont besoin pour le jour même, encore pour le lendemain, mais ils n'ont pas le droit de prendre tout le champ pour eux, sinon ce serait trop facile, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a besoin d'arroser le champ. Le problème, c'est que s'il va mettre de l'eau partout dans le champ, tout le blé qui a déjà été coupé, qui va être touché par l'eau, ils sont finis. Donc, c'est une perte. Mais de l'autre côté, s'il n'arrose pas son champ, ça ne va pas repousser. Donc, c'est aussi une perte. Alors, comment faire? Eh bien, on estime, si la perte de l'arrosage est plus grande que la perte pour les pauvres, il a le droit d'arroser. Si la perte des pauvres est plus grande que sa propre perte, il n'a pas le droit d'arroser. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On demande à ce qu'on fasse les fnei meshuratadin, ça veut dire que la personne va devoir essayer de faire mieux que possible et de ramasser tous ces épis de blé, les mettre de côté pour que quand les pauvres arrivent, puissent venir se servir et que l'arrosage ne fasse pas de problème. Et à ce moment-là, on donne beaucoup de bénédictions à un propriétaire qui fera comme ça.
Maintenant, il y a des fois dans des trous de fourmis qui peuvent arriver. Alors, de façon générale, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que ce n'est pas les fourmis qui sont venues les amener, mais qu'avant, ils étaient dans un autre endroit? Alors, c'est très difficile à dire. Donc, à partir du moment où les trous de fourmis se trouvent dans un endroit qui a été moissonné, ça appartient aux pauvres. Parce que, ok, peut-être que les fourmis l'ont tiré, mais en fin de compte, on se trouve maintenant dans un endroit où ça a été moissonné, et le blé se trouve là, donc ils ont le droit de prendre. Si par contre ça se trouve vraiment à un autre endroit, à ce moment-là, le propriétaire pourra les reprendre. Maintenant, si on a un doute, si on ne sait pas qu'est-ce qui a été les quêtes, qu'est-ce que c'est pas les quêtes, est-ce que oui, est-ce que non, de façon générale, on donne aux pauvres. Sauf que des fois, il y a aussi des choses qui peuvent être mélangées avec d'autres obligations. Il y a les pauvres, il y a des parties qu'on donne au Cohen, des parties qu'on donne au Lévi, etc., que ça vous allez apprendre plus tard. Alors, c'est la même chose. On va essayer de vérifier comment on fait. Une partie aux pauvres, une partie pour la Trouma. Alors maintenant, ça, on va pas regarder maintenant. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, un propriétaire, il arrive, il dit à tous les pauvres, sortez de mon champ. Je ne veux pas que vous rentrez. Ou alors il dit, ok, toi tu peux pas. C'est considéré comme voler les pauvres. Parce qu'aucune personne n'a le droit de bloquer un pauvre à venir prendre ce qui lui revient de droit. Tout ce qui est tombé, ça appartient aux pauvres et donc à Hachem, et donc c'est déjà plus à nous. Donc personne ne peut venir dire, tu ne peux pas rentrer chez moi, c'est pas chez toi. Le champ et la terre appartiennent à Dieu. Il te l'a prêté pour que tu puisses avoir de quoi manger et en même temps faire la mitzvah de donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc tu te dois de laisser la possibilité aux pauvres de venir et tu n'as pas le droit de les interdire. Et si tu le fais, tu es contre une mitzvah qui est très importante, c'est totalement interdit, ça s'appelle voler le pauvre. La même chose, on n'a pas le droit de mettre un lion ou un animal qui est dangereux pour effrayer les pauvres pour ne pas qu'ils viennent. Totalement interdit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une personne, elle renonce son droit de propriété? Elle dit, voilà, tout ce qui est en majorité, ici, c'est plus pour moi, je donne à Dieu, je donne pour les pauvres, etc. Alors, dans ces cas-là, à partir du moment où la majorité des épis est tombée, son vœu est accepté. Et donc, le propriétaire du champ n'a plus aucun droit dessus et les pauvres pourront venir les prendre. Ça, c'était sur la récolte. Maintenant, on va voir que c'est quasiment la même chose sur les vendanges, sur les raisins. Sauf que ça ne s'appelle pas l'équette, mais ça s'appelle pérette. Et donc, c'est quoi pérette? C'est on est en train de prendre les raisins, on fait la vendange, on met dans notre panier et il y a quelques grains de raisin qui tombent. La même chose. S'il y en a 1 ou 2 grains de raisin qui tombent, les pauvres ont le droit de venir les prendre. S'il y a plus que 3, le propriétaire a le droit de les ramasser. Sauf, par contre, si quand on a enlevé, le raisin il s'est empêtré dans les feuilles. Et alors automatiquement, les feuilles, les ronces, tout ça, ça a fait tomber des grappes de raisin, ça a fait tomber plein de raisins. Là, c'est pas normal comment c'est tombé. C'est pas que c'était déjà plus ou moins en train de tomber, donc c'est tombé tout seul. C'est la feuille, c'est les ronces qui ont fait que c'est tombé. Donc là, il peut les ramasser. Par contre, s'il prend, il jette par terre, ou il fait tomber, il met quelque chose, un panier en dessous pour ramasser, pour ne pas perdre, ça, on n'a pas le droit. Tout ce qui va tomber dans le panier, ce sera pour les pauvres. Il n'y a que ce qu'il aura pris à la main et qu'il aura mis dans son panier qui lui appartiendra. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui quand on fait les vendanges. Et c'est pour ça qu'il y a différentes façons de faire. Donc, il y a vraiment des gens qui veulent faire les choses vraiment convenablement en Israël et qui ont 2 paniers, un qui va ramasser ce qui tombe et un qui va mettre, qui vont utiliser pour les raisins, pour faire le vin et le reste est donné pour les pauvres. Il y en a qui ramassent tout, qui après ils font et qui offrent des bouteilles de vin, qui offrent des raisins, etc. pour les pauvres avec une certaine estimation. Maintenant, il y a d'autres aussi possibilités et là c'est un petit peu plus compliqué. Et pour vraiment comprendre, il faut lire le 18 avant le 17. Alors, qu'est-ce qui est défini comme une charge? Une charge, en hébreu, ça se dit katef.
c'est quoi? De petites grappes attachées à l'axe central de la grappe l'une sur l'autre. D'accord? Donc vous avez l'axe central et il y en a une qui sont vraiment ceux qui sont sur l'axe central. Nataf ou nataf, ce sont des raisins qui sont attachés directement à l'axe central mais qui descendent les uns sur les autres. Ça veut dire qu'ils ne se touchent pas, c'est vraiment une feuille une après l'autre. Pourquoi c'est important de savoir tout ça? Si on revient au 17, on va voir la différence. Qu'est-ce qu'une olélette? Olélette, c'est un grappillon. C'est-à-dire c'est une petite grappe qui n'est pas épaisse. C'est pas très gros comme grappe, c'est tout fin. Comme par exemple, une grappe qui n'a pas de catef. Ça veut dire qu'il y a quelques raisins un petit peu par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment un axe central. Les raisins ne tombent pas l'un sur l'autre. C'est-à-dire que c'est une petite grappe. Ou alors qu'ils sont espacés. Dans ces cas-là, elle appartient au propriétaire. Par contre, s'il y a un doute, est-ce qu'en fin de compte, c'est une vraie grappe en soi, ou alors ce n'est pas une vraie grappe en soi, et qu'elle est tombée par terre, mais c'est juste une partie d'une ancienne grappe qui est tombée, si on a un doute, ça appartient aux pauvres. Parce qu'on ne sait pas en fin de compte si c'est une grappe qui est toute petite, ou si c'est une reste d'une autre grappe qui est tombée. Maintenant, de façon générale, le propriétaire n'est pas obligé de vendanger les petites grappes et les donner aux pauvres. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général? Ces petites grappes qu'on appelle des grappillons, les propriétaires les laissent carrément. Comme ça, les pauvres peuvent venir et les chercher. Par contre, si maintenant, il y a une grappe avec un grappillon juste à côté et qui prend les deux, il peut les prendre pour lui, parce qu'en soi, il n'a pas l'obligation de laisser pour les pauvres. C'est bien, mais il n'y a pas d'obligation. Maintenant, un vignoble qui a que des petites grappes, donc ça s'appelle grappiller, c'est prendre des petits par-ci par-là, c'est pas prendre une grappe de raisin. Eh bien, tout est pour les pauvres, tant qu'ils n'ont pas fini de grandir et qu'il n'y a pas de vraie grappe. Donc, les pauvres, ils ont le droit de venir et les prendre. Par contre, si c'est comme ça, on va se dire, mais attention, c'est-à-dire que le propriétaire, il n'a jamais le droit de venir chercher, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres? Ils vont attendre qu'il n'y ait que des petites grappes, que ça n'a pas fini de bien grandir. Ils vont venir de servir, c'est fini. Il n'y aura plus rien, j'avais plus rien pour le propriétaire. Et c'est pour ça que les pauvres n'ont pas le droit de venir se servir tant que le propriétaire n'a pas fait la vendange. Et bien sûr, le propriétaire va attendre assez tard la vendange pour être sûr d'avoir un maximum de grappes. Par contre, lorsqu'il aura fini sa vendange et qu'il y aura encore des petits grappillons, là, le propriétaire n'aura pas le droit de les prendre, il devra les laisser aux pauvres. Alors, par contre, lorsque, vous savez qu'avant on avait déjà parlé de ça, les gens pouvaient donner une partie de leur champ, une partie de leur vendange, une partie de leur bien au Beth Amikdash, au temple. Alors des fois, il fallait donner ce qui était donné, et des fois, il fallait donner la valeur estimative de ce qu'on avait offert. Lorsqu'une personne va donner au Beth Amikdash tout son champ, toute sa vigne, les pauvres, eux, ne peuvent pas venir prendre. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui appartient au propriétaire et qu'est-ce qui appartient aux pauvres? Tout ce qui appartient au propriétaire, ça, de toute façon, les pauvres n'ont pas le droit de prendre. Et le propriétaire non plus maintenant. Mais tout ce qui appartient aux pauvres, ça n'appartient pas au propriétaire. Donc, lorsqu'il a offert au temple, il n'a pas offert ça. Donc, c'est pour ça que si on arrive à distinguer véritablement les petites grappes, les grappillons comme on a parlé, même que le propriétaire a donné toute sa vigne au Beth Amikdash au temple, les pauvres ont le droit de venir prendre ces petites parties. Alors, maintenant, un non-juif qui a vendu son vignoble en Israël, on parle bien sûr, à un juif, dans ces cas-là, le juif sera obligé de donner les parties qui sont prévues aux pauvres, parce que maintenant, ça lui appartient. Même si lorsque ça a été planté par un non-juif, si au moment de la vendange, ça appartient aux juifs, il se doit de faire toutes les lois qui sont en rapport avec les raisins. Par contre, s'ils sont associés, alors on fait en partie. La partie du champ qui appartient totalement aux juifs, elle sera soumise à ces dons.
celle qui appartient au non-juif, n'est pas soumise au don. Mais c'est la même chose aussi par rapport au Lévi. Imaginez que le Lévi arrive, on lui donne tout un panier de raisins, et il se trouve que dans ce panier, il y a des petites grappes. Eh bien, le Lévi n'aura pas le droit de les prendre. Il se devra de donner ces parties-là aux pauvres, parce que le propriétaire ne peut pas donner quelque chose qui ne lui appartient pas. Ce qui fait que le pauvre aura le droit de venir et de prendre, et c'est le travail du Lévi de vérifier qu'est-ce qu'il reçoit pour savoir qu'est-ce qu'il va devoir donner. Maintenant, celui qui a 5 vignes et qui va tout mettre dans sa maison. Alors, s'il désire les manger vraiment comme ça, alors il est exempté de donner pérette. Par contre, les raisins qui sont oubliés, ça vous allez apprendre dans les prochains chapitres. Tout ce qu'on a expliqué, la shikha, on a oublié, enfin on a fini la vendange, on dit, ah, il y a une partie que je n'ai pas fait. Alors ça, on ne peut pas toucher, c'est pour les pauvres. Ou alors tout ce qui est de la 4e année qu'on ne peut pas manger de toute façon parce qu'il faut aller à Jérusalem, etc. Alors ça, ce sera pour les pauvres. Maintenant, s'il va faire la vendange, pas pour manger les raisins en tant que raisins, mais pour en faire du vin, alors ça, il sera de toute façon obligé de donner. Et en plus de ça, vous allez apprendre qu'il y aura aussi un petit peu comme PA, ça veut dire le fait de laisser une partie de la vigne qui sera totalement pour les pauvres, un petit peu comme vous allez apprendre que la récolte, il y a une partie du champ qui doit être totalement donnée pour les pauvres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, Hachem. Vous êtes prêts pour Tcherbeb? On y est, on y est. On y arrive. Bon, on espère qu'on n'a pas besoin de jeûner cette année. Ma chère arrive, ça on est tranquille. Est-ce que je peux poser une toute petite question qui n'est pas en lien direct avec le cours, mais profitez que vous êtes là pour une question sur Tisha B'Av, si vous le permettez. Je vous écoute. Est-ce que durant cette semaine, on a le droit quand même, pour l'hygiène, de prendre une douche, de se laver les cheveux ou de laver les linges absolument nécessaires? Alors, pour la douche, à partir du moment, ce n'est pas pour un plaisir, mais c'est pour l'hygiène, parce qu'ils transpirent ou autre, il n'y a aucun souci. Il y en a qui sont un petit peu plus mahmir et qui font qu'en partie du corps, ou alors ils ne font pas trop chaud pour ne pas vraiment profiter de la douche, mais en soi, si c'est pour l'hygiène, vous n'avez pas de souci. Pour le linge, si vous avez des enfants, vous faites la machine pour les enfants et vous profitez de cette machine pour mettre vos affaires en même temps. S'il n'y a pas d'enfants, si vraiment c'est nécessaire, vous pouvez le faire aussi parce que ce n'est pas comme avant où c'est pas une machine à laver. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus facile. Et par contre, il y a le fait de ne pas mettre des habits tout neufs, tout propres, pour ressentir un peu la tristesse de la destruction du temple. C'est pour ça que si vous avez des habits qui sont totalement repassés, ben vous froissez un petit endroit, comme ça il n'est pas totalement repassé. Par contre, on parle ici des choses qui sont plutôt extérieures, mais tout ce qui est sous-vêtements, il n'y a pas de problème, il faut que l'hygiène soit bien, donc il n'y a pas de problème de le mettre de façon propre et sans aucun souci. Je peux me laver les cheveux également? Si vous avez besoin, oui. Si c'est pour l'hygiène, il n'y a pas de problème. Très bien. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir. Bon, bah, pas de questions. Au Hachem. À force, c'est moi qui vais vous poser des questions. Hein. Ah, ça serait superbe. Un petit quiz. Un petit quiz. Allez. Hachem. On va préparer ça, je pense que ça peut être intéressant à faire. Après tout le Rambam. Oula, ça va en faire à réviser. Hein. Non, mais après chaque livre, quand on a fini un petit chapitre, enfin toute une partie, ça peut être intéressant de faire des petits quiz comme ça. Voir un petit peu si on a vraiment bien retenu, et puis ça fait réviser en même temps. Voilà, c'est une idée. Razak, bonne soirée tout le monde en tout cas. Bon jeûne de Merci beaucoup. Shabbat Merci shalom. beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. N'oubliez pas de bien réviser les lois de samedi soir, c'est assez différent.
Par exemple, on ne va pas manger l'œuf assis par terre parce que ce sera pendant Shabbat, donc on ne trempe pas dans la cendre, etc. Enfin, ça vaut le coup de réviser tout ça. Il y a pas mal de lois assez intéressantes pour ça. Ok? Je ferai de toute façon le petit bon Torah, donc si tu veux après Baruch, tu pourras le transmettre dans le groupe si besoin, et on verra bien. Vous ferez un vocal? Je ferai un vocal de toute façon dans le petit bon Torah. Ok. All right. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au Merci, revoir. bonne soirée. Bye.